Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de Kubernetes et plus précisément de GKE, donc qui est le Kubernetes Manager de Google. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un cluster GKE très rapidement et très facilement. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Donc, bien évidemment, il vous faut un compte Google Cloud. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à en créer un. Il me semble que pour les nouveaux comptes, il y a des crédits gratuits, je crois jusqu'à 300 $. Donc ça vous permet vraiment de tester la plateforme sans mettre de l'argent de votre poche. Pour notre cluster Kubernetes, on va dans le menu Kubernetes Engine, Clusters, Create Cluster. Voilà, donc là on arrive sur la page de création d'un cluster GKE. Donc pour les débutants, il y a sur le côté droit un Setup Guides. Donc si vous cliquez, vous avez en fait Google qui vous drive, qui vous guide sur la création d'un cluster de base. Donc c'est plutôt intéressant quand on ne connaît pas. Mais là, je vais vous montrer, vous expliquer toutes les options qui s'offrent à nous. Donc première option, le nom du cluster. Donc ici, on va mettre démo. C'est en lowercase. Location type, donc là on a deux possibilités, zonal ou régional. Pour notre exemple, on va prendre zonal pour rester simple. On peut utiliser régional pour avoir plusieurs masters répartis dans une région Google. Donc ensuite, vous pouvez même choisir dans quelle zone sont les masters. Donc ça permet d'avoir un cluster avec des masters en haute disponibilité. Ensuite, master version. Donc là, on peut soit choisir un channel de release ou une version statique. Voilà, donc on a de la 1.14.10 à la 1.15.11 à l'heure où je tourne cette vidéo. En général, je préfère utiliser un release channel donc pour suivre en fait les mises à jour de GKE. Il faut savoir que si vous utilisez le static version, c'est à vous d'upgrade votre master manuellement. Donc on va prendre Release Channel, on prend le seul par défaut. Ah, ils ont la 1.17.4, j'avais pas vu. Donc vous avez trois channels, le stable, le classique et le rapide. En général, je prends le classique. Ensuite, on va à gauche dans Node Pool. Donc ici, par défaut, il y a une node pool. Donc une node pool, c'est un ensemble de nœuds. C'est un regroupement de VM si vous voulez. On va le nommer démo pool. Ici, vous pouvez choisir la taille de votre pool, donc le nombre de nœuds qui va former votre node pool. On peut garder 3 pour la démo. Vous pouvez activer l'autoscaling. Donc, automatiquement, selon l'utilisation des nœuds, Google va diminuer ou augmenter le nombre de nœuds dans votre node pool. Donc, par exemple, là, on lui dit le minimum, c'est 0 nœuds, le maximum, c'est 3. Donc Google va osciller entre 0 et 3 selon la demande et la charge du cluster. En tout cas du node pool, pardon. Donc Automation, on a l'auto-upgrade qui est activé par défaut vu qu'on a choisi de suivre un channel de release. On a l'auto-repair juste en dessous. Pareil, qui est activé par défaut car on a choisi un channel de release. Juste en dessous, on a le Surge Upgrade. Donc on ne va pas l'activer pour la démo, mais pour faire court, c'est lorsque vous faites par exemple des mises à jour de nœuds de votre node pool, si vous avez le Surge Upgrade activé, Google va popper des nœuds temporaires pour éviter la coupure de service liée aux mises à jour. Ensuite, dans l'élément Nodes du menu, ici vous pouvez choisir le type de l'image. Google nous propose du COS. Donc COS, c'est Container Optimized OS. C'est géré par Google. Du COS avec Containerd, de l'Ubuntu avec Containerd, et apparemment on a même du Windows, je ne savais pas. Nous on va prendre du COS par défaut. J'ai déjà utilisé du Ubuntu, je vous avoue que les différences je les ai pas encore ressenties. Mais voilà, si jamais certains ont déjà fait l'expérience, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, on va choisir la configuration de nos machines de la node pool. Donc, on peut choisir la famille, comme d'hab, en General Purpose, Memory Optimized ou Compute Optimized. On va garder la General Purpose. Là, vous pouvez choisir la série de vos machines. On va garder la N1. J'ai moins de connaissances sur les différences entre ces séries. Si certains le savent, n'hésitez pas à le partager en commentaire. En machine type, donc là vous pouvez choisir
votre type de machine, hein, comme c'est écrit. Pour l'exemple, on va faire un N1 standard, ça ira très bien. Mais si par exemple, vous pouvez créer des node pools pour exécuter des tâches très lourdes qui ont besoin de mémoire, bah, vous allez prendre des nœuds qui sont optimisés mémoire. Si vous avez des tâches qui sont plutôt consommatrices de CPU, vous allez utiliser des nœuds qui ont beaucoup de CPU. En fait, les node pools, ça permet vraiment de regrouper par typologie. Ici, vous pouvez choisir le type de plateforme CPU. Pour l'exemple, on s'en fout, hein, garder automatique. Vous pouvez ajouter des GPU, donc des cartes graphiques, à vos nœuds. Donc là, vous pouvez choisir le type de disque, standard ou SSD. Pour l'exemple, on va garder standard. Je vais le mettre à 25 parce que c'est un truc de démo. Donc là, vous pouvez activer une option pour chiffrer les disques de vos nœuds avec une clé à vous, plutôt qu'avec celle de Google. Par défaut, elle n'est pas activée, on ne va pas l'activer pour la démo. Là, vous pouvez ajouter des disques locaux à vos nœuds. Ce sont des disques à très très haute performance. Pour l'exemple, on n'en a pas besoin. Vous pouvez activer, ça c'est très intéressant, une option très intéressante, les nœuds préemptifs. C'est des nœuds qui coûtent, je crois, jusqu'à 70% moins cher, mais qui ont une durée de vie de maximum 24 heures et qui peuvent être coupés et remplacés à n'importe quel moment et de réduire drastiquement les coûts Google Cloud. Mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Pour l'exemple, on peut le cocher. Voilà, donc les nœuds préemptifs ne vivent que 24 heures au maximum. Je vous laisse regarder la doc, c'est assez intéressant. Donc réseau, là vous pouvez spécifier le nombre de pods par nœud. Par défaut c'est 110, en général je laisse. Et ici juste en dessous vous avez les tags réseau, donc c'est les tags pour le firewall Google Cloud. Ensuite dans sécurité, vous pouvez choisir le service account. Par défaut, c'est celui par défaut qui est utilisé. Je vous conseille fortement, même très fortement, de créer un service account dédié pour ça, pour des questions de sécurité. Ensuite, vous avez les scopes d'accès. Donc, c'est les accès à l'API Google Cloud. Donc, vous pouvez par exemple choisir à quel élément de l'API les nœuds ont accès. Par défaut, c'est Default Access, et je vais le laisser comme ça pour la démo, mais là encore je recommande vivement de bien sélectionner à quelles API les nœuds ont accès pour des questions de sécurité. Ensuite vous avez les Shield Options, donc ça on va pas le voir maintenant, c'est un truc un peu plus compliqué, mais c'est la protection au boot des nœuds, etc. J'ai encore pas trop regardé, on verra ça peut-être une prochaine fois. Ensuite, les métadatas des nœuds. Donc, vous pouvez ajouter des labels Kubernetes. Ensuite, vous pouvez ajouter des taints. Je sais même plus comment on dit en français. J'en perds mon français, c'est fou. Des taints. Non, je sais plus. Bref, des taints à vos nœuds. Et ensuite, vous pouvez ajouter les métadatas GCE à vos instances. Ensuite, dans Automation, vous avez des options plutôt intéressantes, comme par exemple la fenêtre de maintenance. Donc, vous pouvez choisir en fait à quel moment sont effectuées les maintenances de vos nœuds. Donc, très pratique. Ensuite, vous avez les exclusions de maintenance. Donc, vous pouvez définir des moments où il est hors de question que Google fasse des maintenances sur vos nœuds. Ensuite, vous avez le Vertical Pod Autoscaling. Donc là, Google analyse vos pods et en fonction de leur utilisation, va ajuster les CPU et memory request et limit. On ne va pas l'utiliser pour la démo. Et ensuite, le node auto-provisioning qu'on ne va pas activer pour la démo, mais pour faire court, Google qui lance des nœuds automatiquement selon la charge, etc. dans vos node pools. J'ai pas encore trop regardé, donc je préfère pas dire de conneries. On passe à la suite. Networking, vous avez la possibilité de faire un cluster public ou privé. Dans notre exemple, on va prendre public. Privé, en fait, les nœuds n'ont pas d'accès à l'extérieur, n'ont pas d'accès Internet. Et par défaut, le master est protégé. Il est inaccessible, il faut faire du whitelist IP. Là, vous pouvez choisir le réseau GCE que vous voulez utiliser. Le subnet de vos nœuds. On ne va pas rentrer dans les détails, on va garder défaut pour la démonstration. Donc ensuite, dans les options avancées réseau, vous avez le VPC native pour le routage du trafic. Ça permet d'utiliser de l'alias IP. Ça offre une meilleure intégration, une intégration plus sécurisée avec les services Google. Donc c'est par défaut, en général je le laisse. Ensuite vous avez l'option de création des ranges secondaires pour le network. Donc comme mon subnet n'a pas assez de range secondaire, c'est coché par défaut, Google va se charger de les créer pour moi. Là vous pouvez mettre
l'adresse range des pods, le maximum de pods par nœud, donc de façon globale. Avant, on avait vu pour la node pool, là c'est global. L'adresse range des services, qu'on va pas toucher, hein, ça c'est vraiment les trucs un peu plus avancés, qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Vous pouvez activer la visibilité intranode. En fait, ça permet de rendre visible le trafic de pod à pod, tout le networking Google. On va pas s'y intéresser aujourd'hui, c'est aussi un truc un peu plus complexe. Ensuite, on a le DNS cache. On va pas voir ce que c'est pour l'instant, on va le laisser décocher. On a l'activation du load balancing, donc ce qui vous permettra en fait d'avoir un endpoint public pour amener du trafic depuis l'extérieur vers vos applications. Sachant que si vous le décochez, vous pouvez très bien l'installer vous-même, il n'y a aucun souci. Pour la démo, on va le laisser activer, histoire d'avoir un cluster prêt à l'emploi. Là, vous pouvez activer l'autorisation en fait, d'accès au master, avec une protection en fait, par IP. Sur des clusters, même production ou staging, je conseille de le faire. Là, pour la démo, on ne va pas le faire. Mais ça permet de protéger l'accès au master. Et ensuite, vous avez les network politiques. On ne va pas activer non plus pour la démo, parce que c'est aussi un sujet assez complet et complexe. En fait, ça vous permet de gérer comment communiquent les pods entre eux dans votre cluster. Donc ça permet de mettre des politiques de communication, on va dire, entre vos pods. On verra ça peut-être une prochaine fois. Ensuite, dans sécurité, on a l'autorisation binaire. On va pas voir ce que c'est aujourd'hui. C'est aussi un sujet qui peut être complet et complexe. On peut activer les nodes chilled. Donc ça, c'est une option Google qui offre on va dire une identité cryptographique très forte sur les nœuds qui joignent le cluster. On va pas l'utiliser aujourd'hui. Donc là, on a l'application layer secret encryptions. Donc ça permet de chiffrer vos secrets dans etcd. À savoir que les secrets sont déjà chiffrés en fait, au niveau du storage, de la couche storage. Voilà, donc c'est une sécurité supplémentaire. On a le workload identity. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on verra peut-être plus tard. Les Google Groups for Airbag, pareil, j'ai pas encore trop touché. En fait, tout ce qui est là, j'ai pas encore trop touché, donc je vais pas trop en parler. Et les Legacy Security Options que je conseille de ne pas activer et de laisser décocher par défaut. Ensuite, on a les metadata. Donc ça permet d'ajouter une description à notre cluster. Donc ici, on va mettre cluster démo et d'ajouter des labels pour organiser votre compte Google et vos ressources Google. Ensuite, on a les features. Donc, on peut activer Cloud Run for Anthos. Encore un sujet, un gros sujet. On verra peut-être ça dans une autre vidéo. De toute façon, laissez décocher pour l'instant, pardon. La télémétrie, donc ça permet d'avoir le monitoring intégré pour Kubernetes. Donc, vous avez une grosse observabilité en fait sur les incidents, les métriques système, les logs, etc. à un seul endroit. Donc si je dis pas de conneries, je pense que ça doit utiliser Stackdriver. Je vous avoue, j'ai jamais trop regardé. C'est activé par défaut sur les clusters qu'on déploie dans ma société. Ensuite, vous avez les options autres, comme tout ce qui est Cloud TPU, les features alpha. Ici, pour activer les features alpha, nous on peut pas le faire parce qu'on a choisi un channel de release. Il faut prendre une version statique, je crois, pour activer l'alpha. Vous avez aussi le GKE Usage Metering qui vous permet d'avoir des informations très précises sur l'utilisation de vos ressources au sein du cluster Kubernetes. Ces métriques sont envoyées si je dis pas de conneries, à BigQuery et peuvent être ensuite visualisées et traitées avec Data Studio. Donc, vous pouvez activer Istio, on va pas le faire dans cette démo. Vous pouvez activer l'Application Manager, ça aussi j'ai pas encore regardé ce que c'était. Et le Compute Engine Persistent Disk CSI Driver. Donc ça non plus, j'ai pas encore regardé, je viens de l'apprendre. On verra peut-être dans une autre vidéo ce que c'est. Donc voilà, on a rempli toutes nos parties à gauche. J'ai essayé de vous expliquer autant que faire se peut à quoi elles correspondaient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on va créer notre cluster. Donc on clique tout simplement sur Create. À savoir qu'il est tout à fait possible de créer un cluster depuis une interface console CLI. Là, j'ai préféré utiliser l'interface graphique. C'était plus facile pour la démonstration. En général, je bootstrap mes clusters avec Terraform, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. Donc, c'est de l'infrastructure as a code. Donc, d'écrire son infrastructure avec du code Gité, etc. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc, on va attendre que notre cluster bootstrap et on se retrouve
tout à l'heure. Donc notre cluster a été bootstrappé, donc ça a duré quelques minutes. Il est désormais disponible, donc vous pouvez aller voir ces informations en cliquant sur son nom. Donc là il y a toutes les informations en fait qu'on a fournies avant pour sa création. Donc vous avez les détails, les storage, donc les persistent volumes qui sont disponibles dans le cluster, qui sont utilisés dans le cluster, les storage classes, les nodes. On peut maintenant s'y connecter. Donc on va récupérer les credentials du cluster. Hop, c'est parti. Voilà. Et voilà. On est bien connecté à notre nouveau cluster, fraîchement déployé. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à déployer des applications dedans. En tout cas, j'espère que ce petit guide ou cette petite démonstration vous a plu. J'ai essayé d'être le plus simple possible. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des remarques également, laissez un petit pouce bleu et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.